Bonjour à tous, bienvenue à ce mini de l'urbanisme. Merci de nous retrouver. Donc une initiative de la Maison de l'urbanisme du Brabant wallon. Il s'agit, comme vous le savez maintenant, d'un débat en ligne et en direct avec un acteur de l'aménagement du territoire du Brabant wallon. Un rendez-vous d'une quinzaine de minutes que vous pouvez retrouver un vendredi sur deux sur notre page Facebook. C'est un débat dans lequel vous pouvez également interagir, donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de cette vidéo et nous les relayerons évidemment si elles sont pertinentes. Alors cette semaine, on a le plaisir d'accueillir Jean-Luc Son. Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Alors Jean-Luc, vous êtes directeur général de REIM, une société de conseil en immobilier. Et si on vous a invité un peu aujourd'hui, c'est pour parler un peu de l'évolution du marché en Brabant wallon, nous donner un peu ce regard d'expert de terrain par rapport aux quelques mutations qu'on a connues ces derniers mois. Avant de commencer, évidemment, on va peut-être vous donner la parole. Il y en a peut-être l'un ou l'autre qui ne vous connaît pas. Est-ce que vous pouvez peut-être juste nous préciser un peu, en quelques mots, votre action aujourd'hui et votre parcours? Oui, certainement. Donc, REIM, c'est une société qui fait du conseil en immobilier, mais aussi du développement. Donc, on développe pas mal de projets, dont 3-4 projets en Brabant wallon. Certains sont déjà quasiment achevés. En général, ce sont plutôt des grands projets, puisque nous travaillons principalement pour le compte de tiers, donc pour le compte de promoteurs de fonds d'investissement qui nous font confiance pour le développement de leurs projets. Et alors, comment est-ce que je suis arrivé là-dedans? J'ai commencé en fait à travailler à l'UNIF, à l'UCL, en 91, si j'ai bonne mémoire, comme responsable de développement du site immobilier de Louvain-la-Neuve, du site de Louvain-la-Neuve versus dans sa partie immobilière non académique, non recherche. Et puis en 2004, j'ai rejoint le groupe Thomas Piron, j'ai été administrateur, je les ai quittés en 2010 et depuis 2010, j'ai ma propre structure qui s'appelle REIM où maintenant j'ai des associés et nous développons des projets pratiquement dans la Wallonie. On ne va pas à Bruxelles et on a de temps en temps des petites touches en France, mais ça reste tout à fait anecdotique. Parfait. Bon, mais on va commencer. Alors, le contexte de l'aménagement du territoire en Brabant wallon, on le connaît, réduire l'étalement urbain, densifier les centres, réhabiliter les friches. Et donc, on voit ces dernières années beaucoup d'immeubles à appartements qui sont sortis de terre un peu partout en Brabant wallon. Sauf que ces derniers temps, avec le Covid, on a vu un phénomène quand même qui est réapparu, qui s'est renforcé. On ne sait pas si ça va s'il va s'inscrire dans la durée ou pas. C'est quand même cette réapparition de l'attrait pour les maisons 4 façades. Est-ce que c'est un constat que vous partagez sur le terrain aussi, de voir à nouveau cet attrait pour les maisons qui revient? Oui, mais en fait, il n'a jamais disparu. Je veux dire, c'est pas parce que la centralité et la densité se décrètent au niveau régional, en sachant qu'elles ont quand même un petit peu du mal à se faire un chemin au niveau communal. Donc, c'est pas pour autant que c'est décrété en région que le public nécessairement suit. Donc, en maison unifamiliale, je crois que si on faisait un micro-trottoir, on aurait certainement la moitié, voire les 3/4 des gens qui diraient, voilà, pour moi, l'habitat idéal, c'est une maison avec un jardin autour, pas juste derrière. Et donc, je crois que cette demande, elle est toujours là. Alors maintenant, elle a évolué parce qu'en fait, en immobilier, c'est autant l'offre qui fait le marché que la demande. Et en l'occurrence, des projets de grande ampleur pour des maisons 4 façades, on n'en trouve quasiment plus. Oui, il y a une évolution parmi les promoteurs dans ces aménagements. On est davantage sur des projets de 2, 3 façades avec des espaces un peu mieux aménagés. C'est ça qui est aujourd'hui qui sort de terre. Oui, certainement. Donc, je pense que l'évolution la plus nette, c'est la composition de quartier avec un grand accent sur la qualité des espaces publics. Et donc, puisqu'on consacre plus d'espace sur un territoire donné à des espaces publics, les maisons ont tendance à rétrécir un peu, les terrains sans aucun doute. On était avec une demande qui était aux alentours et même un marché qui est aux alentours des 15-20 arts il y a une quinzaine d'années. On est aujourd'hui avec une demande qui tourne aux alentours de 5-7 arts. Je crois que les gens sont très satisfaits de ça. Maintenant, en regard de cela, on a des parcs, on a des espaces publics, on a des plaines de jeux, on a des parcours, des promenades qui se développent, en général à charge du développeur du projet, mais au bénéfice de la collectivité, pas seulement les riverains
qui viennent acheter sur le projet, mais aussi les riverains qui habitent dans les alentours. Mais comment on peut expliquer un peu cette dichotomie, cette différence entre les discours, les grands principes qui sont depuis une dizaine d'années, on en parle beaucoup à la Maison de l'Urbanisme, ces grands principes d'aménagement du territoire, et la réalité du terrain, où on reste quand même, les gens restent quand même attachés à la maison, à leur quatre façades. Comment on peut expliquer ça et comment alors convaincre vers ces grands principes? Qu'est-ce qui peut être la clé de faire ce changement dans les mentalités? Alors, les mentalités, je crois qu'elles évolueront au gré des contraintes. Aujourd'hui, on est avec, depuis 3, 4, 5 ans, là, une énergie qui est redevenue bon marché. Si demain, l'énergie redevient chère, la mobilité va redevenir chère, le chauffage de la maison va redevenir cher, et donc, vraisemblablement, un certain public intéressé par des quatre façades va se trouver confronté à des contraintes de cet ordre-là, et va peut-être s'orienter vers d'autres types de biens. Il est clair qu'un des enjeux, c'est la réhabilitation, revitalisation de quartiers anciens, qui sont des quartiers établis sur le modèle qu'on a connu en Brabant Wallon des années 70-80, des grands lotissements très étalés avec chacun sa belle parcelle. Comment est-ce qu'on va vivre là-dedans demain si effectivement on a une énergie, une mobilité qui sont chères? Est-ce qu'on va y trouver une possibilité de les rediviser, de les redensifier? Personnellement, j'ai un doute sur le sujet. Ou est-ce qu'on va avoir d'autres modes d'habiter, comme par exemple la cohabitation, qui vont venir envahir ce genre de logement? C'est un grand point d'interrogation. Moi, j'ai pas de réponse toute faite à cette question-là. Parce que, en fait, on voit quand même que tout ce qui, pardon, excusez-moi, tout ce qui sort un peu de terre aujourd'hui, avec tous ces immeubles à appartements, se vendent également beaucoup. Les projets de maison se vendent également beaucoup. Ça s'explique comment? C'est principalement juste de l'investissement qui est fait pour ces appartements. Le marché est un peu tronqué de croire qu'aujourd'hui, on avait cette impression qu'aujourd'hui les gens vendaient leur villa pour aller dans des appartements. Est-ce que ce schéma-là s'applique vraiment ou est-ce que c'est un peu tronqué par cette envie, c'est ce besoin toujours de vivre dans une maison? Mais ce schéma-là, il fonctionne toujours, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui pensent effectivement peut-être 5 ans, 10 ans avant d'avoir de réels problèmes de mobilité, de se dire, de mobilité personnelle là pour le coup, de se dire mais ce serait quand même intelligent qu'on ait un pied-à-terre dans un centre urbain qu'on aime bien, qui soit confortable et donc achetons-le et on le met en location pendant 5 ans, 10 ans. Pour les projets, donc nous commercialisons pour l'instant 3 projets ici dans le cœur du Brabant wallon. C'est une partie de la demande qui est assez constante, mais qui n'est pas majeure. Ça représente peut-être 20% de la demande, je dirais, ce qui est quand même pas négligeable. Hein. On a, si on totalise, on regarde un petit peu la totalité de la demande pour les appartements, je pense qu'on va se trouver aux alentours de 60% qui sont des investisseurs, parmi lesquels les 20% que je viens de citer. Les 40 autres pourcents sont des investisseurs qui soit cherchent du rendement, soit organisent un passage de patrimoine à la génération suivante avec le démembrement qui est permis aujourd'hui. Ça explique une grosse part quand même, ces 3 catégories, une grosse part du marché immobilier. Le reste étant des gens qui achètent pour effectivement y habiter, avec des profils très différents, soit des jeunes parce que ça rentre dans leur budget, ils sont en début de vie, ils ont des moyens qui sont limités, mais ils ont la possibilité d'aller chercher un prêt parce que par exemple un bon salaire ou deux, ou alors des personnes plus âgées qui font effectivement un choix d'habiter ici et maintenant et d'aller investir leur appartement plutôt comme un lieu d'habitat constant, permanent, quoi. Mais donc, est-ce qu'on peut pas dire aussi que ce problème de choisir plutôt des lieux de centralité, des appartements donc dans ces nouveaux quartiers, c'est pas aussi lié au fait que pour le moment ces centres ne sont pas encore assez attractifs en matière de qualité de vie, ou que les prix de ces appartements neufs sont assez élevés et par rapport à une maison, quand on regarde, la différence n'est pas non plus énorme et donc on se dit je vais quand même rester encore dans ma maison vu que les prix sont encore élevés. Je parle de certains projets en Brabant wallon où je me dis que l'équilibre est peut-être, on se dit je vais quand même rester dans ma maison aujourd'hui. Mais pour avoir rencontré pas mal de gens qui sont dans cette problématique de choix à un certain moment de leur vie, je constate que ce sont des gens qui ont quand même déjà fait tout un parcours professionnel ou familial
et qui ont des moyens. Bien souvent, au-delà de 60, 65 ans, les gens qui achètent un appartement, ils ne font plus de financement. Soit ils organisent pour leur succession en faisant une donation aux enfants déjà d'une partie, ils ont certainement un petit Madeleine, ou alors ils font un crédit pont, des choses comme ça, mais ils ne sont pas soumis aux mêmes contraintes que les autres acteurs du marché. Ah oui. Comment vous voyez un peu le marché évoluer dans les prochains mois? Est-ce qu'on va vers un retour vers je veux dire, des fondamentaux? Est-ce que la demande en matière de maison va diminuer? Bon, on sait que pour le moment, le marché est assez calme. Hein. Il n'y a pas, il y a pas beaucoup de biens qui sont mis en vente, des biens existants. Je ne sais pas comment vous voyez un peu les choses, parce qu'on sait que la demande, par contre, est importante. Donc la demande, le Covid a certainement mis en exergue la nécessité d'avoir terrasse, balcon, jardin, ça certainement, sans aucun doute. Si possible bien orienté, si possible à proximité d'un espace vert où on peut aller se détendre. Donc les biens qui rencontrent cette caractéristique-là, à mon avis, dans le marché, ils n'auront jamais de problème à trouver acquéreur encore pour de belles années devant eux. Les autres, je disais tout à l'heure, c'est l'offre qui fait davantage le marché que la demande. Donc, s'il y a de l'offre de biens neufs, si les permis sont octroyés, si les développements s'opèrent, ici on est en Brabant-Wallon, on n'a pas franchement de problème de demande. On sait que la demande est légèrement excédentaire par rapport à l'offre, donc ça fonctionne bien. C'est pas le cas nécessairement dans d'autres régions, où il faut parfois peut-être faire attention aux produits qu'on met sur le marché, justement dans ces caractéristiques d'accessibilité en termes de prix. C'est clair qu'un appartement à Seraing, par exemple, ou en Brabant-Wallon, a priori, ça part au même prix. La population cible n'est pas la même, les envies de cette population sont pas les mêmes, etc., etc. Donc, le promoteur fait ce jeu-là d'essayer d'ajuster son produit à son environnement direct et à la capacité financière de ses clients potentiels. Pour ce qui est de l'évolution plus globalement, on est pour le moment dans un marché qui fonctionne aussi très bien parce que les taux hypothécaires sont très bas. Je pense qu'ils vont encore le rester quelque temps. À terme, on est lié à cette incertitude de remonter ou pas des taux. Ça, c'est un autre point d'interrogation pour lequel, n'ayant pas une boule de cristal, je ne sais pas donner de réponse. Parce que quand on regarde un peu tous les projets dans toutes les communes du Brabant-Wallon, je crois qu'il y a quand même des milliers d'appartements qui vont sortir de terre dans les 5-10 ans. Est-ce que cette réflexion actuelle ne pose pas la question d'un renversement du marché? Est-ce que vous n'avez pas des craintes au niveau de vente d'appartements, de se dire, bon, ben, est-ce que les gens, tant qu'il n'y a pas de contraintes, de stop au béton vraiment clair et tout, vont être attirés par les maisons, par les lotissements? Est-ce que le marché, on n'est pas trop vers un marché de l'appartement qui s'est fort développé ces dernières années? Donc, quel on va tendre à l'avenir? Un des éléments de contexte intéressant, intéressant, dont il faut tenir compte en tout cas, c'est le fait que la Banque nationale resserre de mois en mois les critères des banques pour ce qui concerne l'exposition à la dette en immobilier. Ce qui implique que les banques, en fait, dans leur dossier d'octroi, dans les examens, dans des comités de crédit, imposent qu'il y ait davantage de fonds propres dans les opérations immobilières des particuliers. Donc, autrement dit, il faut avoir plus de sous pour pouvoir emprunter. L'adage on ne prête qu'aux riches, malheureusement, retrouve à s'exercer. Et donc, en fait, ceci, ça cliche un peu les potentialités du marché. Si pour une maison dont vous avez envie qui fait 400 000 euros, vous êtes obligé de mettre 150, 200 000 euros sur la table, vous allez peut-être vous retourner sur un appartement où, certes, la proportion va être relativement similaire, mais le prix d'achat, par contre, lui, est plus bas. Donc, voilà, il y a un certain nombre de demandeurs qui vont s'adapter, mais la contrainte, elle vient du coup d'un extérieur au marché immobilier qui est la contrainte sur les bilans des banques. Je pense que ça, c'est un élément qui va avoir un impact dans les années à venir sur les choix qui vont être faits par les acquéreurs. Mais on n'est pas sur un afflux d'appartements trop important. Vous n'avez pas de crainte quand on voit tous les projets qui arrivent de se dire, bon, la maison reste quand même une priorité. On ne tend pas vers trop de promotion d'appartements dans les différentes communes du Brabant-Wallon aujourd'hui. Vous n'êtes pas inquiet à ce niveau-là? Non, pas du tout. Je pense que l'exode de Bruxelles continue vers le Brabant-Wallon en particulier. C'est historique, hein. C'est pas un truc qui date d'il y a 5 ans. Ça fait pratiquement 50 ans que c'est comme ça.
Peut-être les autorités bruxelloises devraient continuer à s'interroger sur le sujet. Mais donc, moi, je suis pas radicalement inquiet. On a aussi des caractéristiques intrinsèques qui sont les évolutions de la population en termes de composition de ménage, d'âge. Et forcément, comme le Brabant wallon est un centre d'emploi, il faut dire que c'est quand même un élément important. Hein. On dit toujours la Wallifornie avec des guillemets et un petit sourire derrière, mais c'est quand même vrai. C'est un endroit où l'emploi se développe très très bien. Et donc, du coup, les gens ont tendance, pour le moment, à vouloir habiter tout près de leur emploi, plutôt à s'éloigner de leur région d'origine, notamment pour des raisons de mobilité. Et donc, pour le Brabant wallon, franchement, j'ai absolument aucune inquiétude. Il faut jamais oublier aussi que les acquéreurs d'appartements sont à raison de au moins 40% des investisseurs purs, qui cherchent donc à utiliser leur argent de manière un petit peu plus efficace que sur un compte épargne qui ne rapporte rien, voire même qui coûte, parce que si on réfléchit à l'inflation, en fait, on perd l'inflation chaque année, hein, puisque le compte d'épargne ne rapporte rien, alors qu'un investissement immobilier permet d'avoir des revenus qui, eux, sont inflatés. Donc ça explique aussi le développement de l'immobilier. Et puis en termes d'investissement, on met des fonds propres, mais derrière on va chercher un levier. Et finalement, avec le prêt bancaire, et finalement le rendement est quand même intéressant. Le rendement sur les fonds propres, même si c'est dans du moyen terme ou du long terme, il est quand même intéressant. J'avais un peu une question un peu plus. Bon, on parle un peu du marché immobilier, hein, qui en Brabant wallon, les prix sont très élevés. Je voulais un peu avoir une question un peu plus sur le logement un peu plus abordable. Bon, c'est pas évidemment tout à fait à vous normalement de la poser, vu que c'est pas votre rôle de développer ça, mais en Brabant wallon, quelles sont un peu les options qu'il y a pour développer davantage de projets un peu plus abordables, des projets de qualité? On sait qu'à Bruxelles, il y a plusieurs acteurs qui font ça. En Brabant wallon, il y a la PBW qui fait ça également. Il y a un projet à Louvain-la-Neuve de Community Land Trust qui va être assez important. Est-ce qu'il y a encore moyen d'être un peu plus novateur pour accompagner un peu cette offre de logement et la diversifier quelque peu? Je ne sais pas si vous avez l'une ou l'autre idée à ce niveau-là. En fait, en Brabant wallon, le problème, c'est la valeur du foncier. Une des tendances pour l'instant, c'est d'aller vers un prix du foncier qui va se rapprocher du prix de la construction. Donc, sur 100 d'une maison, vous allez avoir bientôt à terme 50 pour le terrain et 50 pour la maison. C'est dire à quel point ce foncier a pris de la valeur sur une durée relativement longue, une trentaine d'années, une quarantaine d'années. Moi, je suis là depuis seulement le début des années 90. J'ai quand même vu une évolution assez radicale. Et cette contrainte sur le prix du foncier que les vendeurs connaissent, hein, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein, ils vont pas vendre à vil prix pour faire plaisir à Pierre Pouloujac, ça n'existe pas ça. Donc ça met une contrainte sur la capacité à faire du logement abordable, ça c'est très clair. Parce qu'en parallèle, le prix de la construction, il a évolué au gré des évolutions techniques, comme par exemple les impositions en termes d'énergie, mais il n'a pas du tout évolué dans les proportions du foncier. Donc en fait, l'acteur privé qui vient sur ce marché a cette contrainte de devoir acheter son terrain relativement cher, et donc ça réduit sa capacité à faire du logement facilement accessible, ou en tout cas critérisé éventuellement. Alors la PBW a des formules qui sont intéressantes, achète des grands espaces, ensuite les met en œuvre au travers d'appels d'offres en critérisant les attributions. Très intéressant. Le CLT, j'attends de voir, parce que finalement, en région wallonne, on n'a pas encore beaucoup de recul sur le sujet. Les pays anglo-saxons, par contre, on a un très bon recul et ça fonctionne très très bien. En région wallonne, toujours un peu particulier. Donc j'attends de voir. Et dans un de nos projets, par exemple, on a 2 parcelles qui sont cédées à la commune d'Ottigny, en l'occurrence, pour y faire un développement CLT si c'était leur souhait. Donc oui, c'est probablement de très très belles formules. Il y a aussi un élément dans des dossiers, je veux dire, standards, qui ne sont pas des dossiers à difficulté, qui sont les impositions d'un certain nombre de logements publics ou logés ou loués à des AIS ou des choses comme ça. Je pense que ça participe effectivement à la diversité et à l'accessibilité au logement. Yeah. Parfait. Juste pour préciser, donc la PBW, c'est l'agence de promotion immobilière du Brabant wallon, donc un acteur public qui achète des terrains, développe des projets de maisons à des prix plus accessibles que le marché. Et le Community Land Trust, donc c'est le public qui reste propriétaire du terrain et vous construisez la maison. Oui, le Community Land Trust, au départ, ce sont des fondations, mais voilà, en région wallonne, c'est donc public. Voilà.
Je vois que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de questions pour aujourd'hui. On espère que... Ah, il y en a une qui apparaît. Je vais vous la mettre directement, hein, comme ça. Elle est un peu longue. C'est une question de Oui. Thierry Deby, et qui se demande en fait si... Je suis assez d'accord avec ce que Dans l'imaginaire dit. collectif aujourd'hui, la 4 facettes, que c'est un peu les pouvoirs. On dit souvent que c'est les pouvoirs politiques qui ont un peu mis ce modèle en tête et qui encourageaient ça notamment par une certaine fiscalité. Est-ce que c'est toujours, comme dit Thierry, dans l'imaginaire collectif aujourd'hui, selon vous? Je vais enlever la question parce qu'on ne vous voit plus. Hop. Mais je pense que Thierry a une très bonne analyse. Alors, American Way of Life, c'est peut-être un petit peu c'est pour nous faire rire un petit peu, mais parce que je crois qu'on n'a pas attendu les Américains pour faire des maisons 4 façades. Il suffit de regarder dans quoi l'aristocratie vivait au 19e. On aura tout de suite compris. Mais effectivement, ça reste un problème d'imaginaire collectif, euh, avec beaucoup de contraintes sur la vie au quotidien, mais aussi beaucoup de plaisir. Donc c'est un équilibre qui est alimenté par la réalité de ce qu'on trouve dans les lotissements du Brabant wallon, hein, notamment les lotissements anciens. Mais je crois qu'effectivement, dans l'imaginaire collectif, c'est toujours prégnant. Et si on fait ce que je disais tout à l'heure, le micro-trottoir, ça reste... Et donc, quand on est confronté, comme nous, comme acteurs de l'immobilier, j'étais encore ce matin en réunion avec le cabinet du ministre Morceau, à la question de la densité à développer dans des centralités, qu'est-ce que c'est une centralité, etc., on peut en parler, effectivement, on se dit, oui, ok, mais une bonne partie du public, c'est pas ça qu'ils cherchent. Hein. Et là où la question devient un petit peu même perverse, c'est de dire, en fait, dans ces centralités, il y a des maisons, des lotissements qui ont été faits à l'époque, qui sont des lotissements 4 façades. Ils sont là. Comment est-ce qu'ils vont vivre à l'avenir alors qu'il y a un souhait de l'autorité publique, en tout cas dans le discours, au niveau régional particulièrement, au niveau local c'est peut-être un peu moins vrai, de dire mais non, maintenant vous êtes à 200 mètres de la gare, on va densifier chez vous, quoi. On va mettre des appartements, on va monter, etc., etc. Ça crée en général peu de consensualité. Ok. Parfait. Merci Thierry pour cette question. Je vois qu'il n'y en a pas d'autres, mais n'hésitez pas encore à commenter vu que vous pouvez revoir cette vidéo, ce débat sur notre page Facebook. Jean-Luc, un grand merci. Avec plaisir. Bonne continuation. On se retrouve avec un autre mini-midi dans 2 semaines où on abordera la question du vieillissement, de l'urbanisme pour les aînés. Des projets à ce niveau-là. Donc, merci à tous, bon vendredi et à très bientôt. Au revoir.